même si je vais faire une petite divergence, je trouve que c'est un concept génial, parce qu'enfin, je vais pouvoir rentrer chez moi. Et quand mon épouse me dira, t'as encore été voir des porcs avec tes copains au café, j'ai dit oui, mais c'est pour être plus intelligent, j'étais au café numérique. Donc je trouve ça, un fait, pour les relations de couple, c'est intéressant. Alors d'abord, je vais, ne sachant pas qui était le public visé ce soir, j'entends qu'il y a des initiés, j'entends qu'il n'y a pas d'initiés. Alors je m'excuse pour les initiés si je vais être un peu trop bateau. Et je m'excuse aussi pour les non-initiés si je ne suis pas assez pédagogue. Et donc, je vais vous parler de ces capteurs et de cet élevage de précision, enfin, de l'agriculture de précision, je vais aller vers l'élevage de précision, mais il est quand même important qu'on se présente dans un premier temps. Alors, je vais être grossier, je vais faire que me présenter moi. On n'aura pas le temps de se présenter chacun les uns derrière les autres. Donc, je suis Carlo Bertozzi, je suis le responsable de la recherche et développement à l'AOE et je suis agronome de formation. Alors, l'AOE, quelques mots, c'est quoi? C'est une structure qui est jeune et vieille en même temps. Jeune, enfin plus ou moins jeune, puisqu'elle a eu deux moments importants. En 2003, toutes les structures d'élevage en Wallonie ont fusionné, particulièrement et exclusivement sur le secteur bovin, et ont créé l'Association wallonne de l'élevage. Deuxième date clé, en 2014, à côté du bovin, on a intégré des espèces qui en Wallonie sont beaucoup moins importantes que d'autres régions de Belgique, que sont les ovins, caprins, les poules, les lapins et les cochons. Donc aujourd'hui, tout ce qui est production animale hors cheval est au sein de l'association de l'élevage. C'est une coopérative d'éleveurs, donc on représente plus ou moins 5100 membres adhérents. Au jour d'aujourd'hui, cette coopérative est toujours gérée par des éleveurs, et donc c'est important de le signaler, ce conseil d'administration est exclusivement d'éleveurs, et donc ça permet d'avoir cette proximité, ce contact terrain, et de surtout de ne pas entendre que certains administratifs s'écartent un peu de la réalité du monde de l'élevage. Et quel est le métier de base historique de l'AOE? C'est la sélection animale, c'est-à-dire identifier dans une population un élu, et fort heureusement pour lui, après il sera diffusé dans cette population pour que de génération en génération, on améliore sur le critère sur lequel on veut sélectionner les descendants. Et donc, vous allez voir, vous êtes vite devenir des généticiens. Pour faire de la sélection, c'est très simple. Il faut deux choses: connaître le lien entre les animaux et connaître le phénotype, qu'on appelle ça, donc le critère sur lequel on veut sélectionner. Alors, ça s'appelle la filiation, identification, ça s'appelle le contrôle de performance, c'est collecter des données sur le terrain sur lequel on va ainsi sélectionner. Et tout ça, on met ça dans un ordinateur. Alors, il y a des chercheurs qui nous font des calculs et ils nous font une élévation génétique, c'est-à-dire qu'on va isoler, dans ce qu'on observe, la part qui est due à la génétique, donc la seule qui peut être transmise aux descendants. C'est simplement ça. Et donc, ça veut dire qu'on collecte beaucoup de données et on le fait au travers de différentes sociétés à la web. On a la société de services qui englobe tout ce suivi sur le terrain de collecte d'informations. On a une société commerciale qui s'occupe de tout ce qui est insémination artificielle et production de doses. Mais cette société commerciale, elle a un petit FS, donc c'est une SRLFS. Attention, quand on le prononce un peu vite, ça fait un peu bizarre. C'est donc une coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénéfices générés par l'activité commerciale de la coopérative sont réinjectés dans la société de services. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'enrichit, c'est l'ensemble du monde de l'élevage, en tant que les coopérants, qui peut se bénéficier ainsi d'un service moins cher que ce que ça coûte. L'AOE, en quelques chiffres, c'est 187 employés. Il y a une troisième société qui est BBG, qui est la partie exportation du blanc-bleu à l'étranger. Et les trois sociétés consolidées, c'est un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Et donc, je l'ai dit, on collecte des données depuis longtemps, on a toujours collecté des données, et au fur et à mesure de l'évolution des technologies, ces données qui étaient d'abord papier, avec des techniciens qui allaient en faire, on a un peu remplacé ça par d'autres techniques, mais c'est toujours ce qui reste le cœur du réacteur, c'est cette collecte de données. Alors aujourd'hui, globalement, on a des données qu'on collecte pour nous, on interagit avec tout un système de bases de données, les analyses du lait, que ce soit temps ou individuel, les données au niveau sanitaire, et on a développé avec l'ARCIA des banques de données de santé, tout ce qui est abattoir au niveau wallon, on interagit avec les universités. Bien entendu, à côté des données collectées par nos techniciens, il y a les données des éleveurs eux-mêmes qui injectent dans le système. Et aujourd'hui, on a une base de données qui tourne autour de, on est un peu plus que 5 millions d'individus, on est autour de 6 millions, puisque c'est des chiffres de 2016. Si cette collecte de données était dans une logique de génétique,
le fait d'avoir une masse d'informations à un moment donné, ça nous a permis aussi de développer des outils aux éleveurs de suivi de leur troupeau, d'un suivi fin du troupeau. Et c'est là qu'on rentre dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'élevage de précision, qui est une branche de l'agriculture de précision, qui elle-même fait partie de ce qu'on appelle le développement de l'agronomie écologiquement intensive, l'agriculture écologiquement intensive. Alors, c'est quoi l'élevage de précision? En fait, on vient d'un suivi fin des animaux, je vous l'ai dit, on collecte des données, mais qui étaient discontinues. Ce n'est pas de l'information qui était continue en temps réel. Pour aller vers un système, grâce, et vous l'avez compris, aux capteurs qui nous intéressent aujourd'hui, à collecter l'information continue et en temps réel. Alors, quelques dates pour ceux qui ne sont pas initiés par rapport à ces évolutions technologiques. Mais les premiers éléments, on va dire, embarqués étaient des systèmes RFID qui permettaient aux éleveurs, par rapport à des distributeurs automatiques de concentrés, donc des outils où les animaux pouvaient se présenter et recevaient des concentrés. C'est né dans les années 80. On a développé l'informatisation à la ferme principalement au début des années 90. Ça reste des données avec une certaine fréquence limitée. L'arrivée des robots nous a permis d'avoir plus de données, puisque là, on a les données de traite au quotidien des individus. Et puis l'arrivée des capteurs aux alentours de 2010, on rentre dans le temps réel et dans le continu. Alors, l'élevage de précision, on le définit comme ça, on enregistre des biosignaux chez l'animal, dans son environnement, parce que c'est important que c'est par rapport à son environnement, vous le verrez plus tard pourquoi, grâce à des capteurs embarqués, et tout ça pour automatiser l'interprétation des données qui sont collectées par ces capteurs, les analyser, et ce, de façon à générer des alertes. Donc le but est quand même d'apporter une aide à l'éleveur pour son suivi au quotidien. Et donc, physiquement, c'est quoi ces capteurs? Il y en a de différents types. On a les systèmes qu'on dit avec batterie assistée. Ça veut dire que là, il y a un courant qui est présent grâce à la batterie. Et donc, le système peut émettre, échanger avec son environnement sans qu'il ne soit excité comme le sont les RFID. Alors, il y a différents types de capteurs. Il y a tout ce qui est dans la famille des accéléromètres. Ça, c'est comme la manette de la Wii. Ça fait des trucs tridimensionnels. On peut les avoir au pied, on peut les avoir autour du collier. On a des systèmes de bolus. Ça a eu peu de succès, c'est ce que l'animal ingère et on le retrouve dans le rumen. Et puis il y a des sondes de température. Elles aussi, tous ces systèmes invasifs ont eu moins de succès que les systèmes passifs pour des questions d'acceptation sociétale. Alors, on a les systèmes non assistés. Là, on est dans la technologie du RFID. Vous savez, il y a les boucles. De plus en plus, enfin en tout cas en France, il y a le système d'identification officiel par RFID. Il y a aussi des colliers, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, pour des DAC, pour des balances. Des bolus ont existé comme ça. Le système RFID, vous savez ce que c'est. Il est passif, donc il faut fournir de l'énergie. Et c'est quand on a fourni l'énergie via l'antenne qu'on peut échanger entre la puce et le capteur. En fait, on a là les deux familles que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure qu'il nous fallait de l'identification et de la collecte de données. J'ai de l'identification électronique, je sais qui est qui, et je collecte de la donnée, puisque j'ai des systèmes embarqués sur l'animal. Alors ces systèmes, ils se mettent tout, il y a un peu de tout, hein. Je vous l'ai dit, au pâturon, à la queue, ça je vais vous montrer un exemple, c'est pour la détection de vélage. On le met au cou, ça peut mesurer la rumination, ça peut mesurer le mouvement de l'animal, ça peut mesurer aussi les bruits, si elle bug, et les bolus, c'est à l'intérieur. Les sondes, il y a la sonde vaginale d'une marque française qui est utilisée pour le vélage. Alors, comment ça fonctionne? Il y a 3 composantes. C'est vrai que ça ne donne pas bien. Alors, l'identification, donc c'est la même boucle, enfin en tout cas capteur qui fait l'identification et qui capte l'information. C'est le petit truc bleu qu'on a vu tout à l'heure sur la vache dans un des slides et qui est repris là. Mais lui, il va détecter les mouvements de l'animal. Il va mémoriser une partie de l'information et il va transmettre cette information. Et dans le cas de ce système-ci, qui est un système israélien, c'est plusieurs fois par heure. Cette information est déchargée via un collecteur. Donc en fait, on ne voit pas bien, mais c'est des étables ici. Il y a un collecteur qui est placé à un endroit. Et il faut savoir que le collecteur peut capter de l'information sur 500 mètres de profondeur dans un sens face à lui et de 200 mètres latéralement. Latéralement.
Et ce collecteur, lui, va capter cette information, décharger, donc les systèmes déchargent dans le collecteur, et lui-même est connecté avec un accès en ligne pour après traiter l'information. Alors, je vous présente directement le système qui existe aujourd'hui, puisque historiquement, c'était des petits systèmes qui traitaient localement, les algorithmes étaient locaux dans le système informatique à la ferme. C'est terminé, mais non, tout ça est envoyé dans un magnifique cloud où l'algorithme interprète les données captées par les capteurs, restitue à l'éleveur l'information, et je prends l'exemple que nous, on a développé avec le partenaire israélien. Cette information revient à la Huawei, est mise dans la base de données en parallèle avec les autres données qu'on continue à collecter, que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on enrichit ainsi, on complète l'information qu'on avait historiquement par rapport à notre réseau de capture de données par cette information-là. Et donc, un simple exemple, mais on peut mettre par exemple l'activité de l'animal par rapport à sa production laitière. On peut mettre ça par rapport à des indicateurs dans le lait qui traduisent un état de santé des mammifères, de la cétonémie, donc des problèmes au niveau de l'alimentation. Et tout ça mis ensemble, on renforce l'interprétation que peut faire l'éleveur en consultant sa donnée mixée avec d'autres, mais aussi en partageant avec des prestataires pour tiers, donc des vétérinaires, des techniciens, et des plateformes numériques échangent ces données avec ces encadrants. Alors, à côté des capteurs embarqués, je dirais pour tout le côté rumination, mouvement, il y a des capteurs qu'on place sur la queue. Ça, c'est un exemple qui est développé par la France, par une société française, qui permet de détecter le vélage. Donc, le capteur, la vache, 2-3 heures avant qu'elle ne vèle, lève la queue, enfin, à des mouvements de la queue particuliers, il le capte. Il y a une onde radio qui est envoyée à un collecteur, lui-même envoie un SMS à l'éleveur. Donc, voilà le périmètre des données qui sont traitées par ces systèmes aujourd'hui tout confondus. On est sur la reproduction, sur la santé, tout ce qui tourne autour du vélage. Récemment, ils ont développé des algorithmes au niveau du stress thermique. Et le fait qu'on capte sur un ensemble d'individus d'un troupeau, mais on peut voir si globalement c'est tout le troupeau qui dévie. Et donc si c'est tout le troupeau qui dévie, si ce troupeau a reçu une alimentation qui était défectueuse, ça peut être révélateur. Alors comment ça se... Si on prend la reproduction, par exemple, on peut détecter, donc les vaches sont cyclées, hein, elles ont des cycles d'ovulation, et donc qui se traduit par un état d'activité supérieur que la normale. On peut mesurer cette activité et le pic d'activité précède l'ovulation de quelques heures. Et donc on sait que cet animal va être dans une meilleure situation physiologique pour soit être inséminé, soit être mis à la monte naturelle. À côté de ça, c'est intéressant aussi de suivre ça au-delà de l'insémination, de l'acte de fécondation, parce que si un cycle réapparaît alors que la bête était diagnostiquée gestante, c'est qu'elle a eu un avortement, puisque tant qu'il y a une gestation en place, le système est bien fait, il n'y a pas d'autres ovulations qui sont prévues. Donc on peut déjà avoir 2 informations, rien qu'en mesurant l'activité. Au niveau santé, ça ne donne pas bien. Donc en fait, je vais essayer d'être clair. On a différentes courbes, chacune représente une information qui est captée par en tout cas un algorithme qui interprète ce qui est capté. Il y a, on va dire, la rumination, l'activité, et donc l'activité, le mouvement, et l'ingestion. Et donc par rapport à ça, on voit que par exemple ici, c'est un problème d'indigestion, mais à un moment donné, à la fois l'activité et l'ingestion et la rumination chutent en même temps, et ça peut être révélateur d'un problème. Après, ce n'est pas le système qui va vous dire c'est quoi le problème, c'est pour alerter l'éleveur suffisamment tôt pour éviter que ça ne dégénère. Autour du stress thermique, ce système, comme il mesure aussi la respiration, il va pouvoir voir si l'animal a des phases d'essoufflement. Et donc là, c'est des périodes où elle a eu 8% d'essoufflement, et donc elle a eu à un moment donné dans sa journée une situation de stress thermique. Voilà quelques exemples qui sont parlants. Vers quoi on va? La miniaturisation. Vous avez vu, hein, la bête avait un collier, donc on comprend
que le fait de mettre le capteur près de sa gueule, ici, de son cou, on voit les mouvements, on voit des choses qui vont être interprétées en termes de simulation, d'ingestion, de déplacement. Mais manifestement, il y a une corrélation aussi au mouvement de l'oreille. Et donc, cette société a développé maintenant un capteur qui se met au niveau roquilaire, qui est 25 grammes seulement, donc c'est très léger. Il y a plus ce gros collier et qui donne la même information au niveau ingestion, rumination, déplacement. Et alors, il y a des approches 3D maintenant qui ont été développées par une boîte suisse. Et ça, c'est un essai en France où en fait on voit les 4 caméras. Donc là, on est dans une phase de pesée. Donc, j'entendais que monsieur était engraisseur-naisseur. À un moment donné, on pèse. Ça, dans le parcours de l'animal, pour entrer dans les tables, il y a les 4 caméras qui capturent différentes phases de l'animal. Et on va voir les images qui sont générées par ça. Voilà. Donc, alors nous, que ce soit au niveau génétique, ça devient intéressant parce qu'on fait ce qu'on appelle l'appréciation morphologique des animaux. Parce que ce n'est pas tout de produire, il faut que les animaux soient fonctionnels. Ils savent se déplacer, ils ne souffrent pas au niveau boiterie et autres. Mais on a ce qu'on appelle la classification linéaire. Ces systèmes-là permettent d'objectiver cette classification linéaire qui aujourd'hui se fait par des hommes. Alors, Descartes disait que les animaux n'ont pas le don de la parole. Mais pourtant, on comprend de mieux en mieux ce qu'elle veut nous dire. Si maintenant on met à côté de tous ces capteurs toutes les autres données que je vous ai évoquées en début de présentation, donc l'analyse du lait, les données de rumination, les données de comportement couché debout, mais là on a vraiment une vision complète de l'animal. Et ce but d'avoir cette vision complète, c'est bien entendu pour permettre à l'éleveur, parce qu'il ne faut pas oublier le but final, c'est quand même ça, c'est que cette technologie de capteurs embarqués plus tout ce qui est technique de l'information, donc l'échange de données, la centralisation des données. Et ça, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, de la standardisation dans les échanges de données, parce que ce n'est pas tout d'avoir des capteurs et des systèmes qui captent l'information. Si à un moment donné, on n'arrive pas à mettre tous ces systèmes-là ensemble pour communiquer, on aura un jeu de données à gauche, un jeu de données à droite, un jeu de données au centre, et on ne saura pas la valoriser utilement. Et donc, tout ça, c'est pour que l'éleveur puisse avoir ses tableaux de bord, ses alertes, parce que alors souvent, on me dit, mais oui, mais ça va, c'est pour les gros troupeaux, c'est pour... effectivement, plus on a un troupeau important, le métier d'éleveur est compliqué, donc plus j'ai des outils qui vont m'aider à identifier que l'animal a problème à la place d'avoir une approche troupeau, c'est quand même salutaire. Mais même pour les troupeaux de type familial, parce qu'il n'y a rien à faire. On est dans des phases aujourd'hui où il faut tellement chercher le dernier centime en termes de rentabilité qu'on n'a plus besoin de traiter systématiquement tous les animaux. À un moment donné, on va traiter que celui qui pose problème. Et donc, même dans la dimension actuelle des fermes moyennes wallonnes, c'est des technologies qui sont intéressantes. Elles ne sont pas du tout en opposition de systèmes bio ou quoi. La technologie n'est pas nécessairement antinomique par rapport à des élevages plus respectueux de l'environnement, que du contraire. Ces systèmes-là vont être vraiment salutaires par rapport aux impacts environnementaux et aussi par rapport à l'acceptation sociétale. Parce que si on objective le bien-être de l'animal, donc il se déplace, il se nourrit, il n'est pas malade, il a tout ce qu'il faut pour bien vivre, je pense qu'on l'objective par rapport à cette petite information, au niveau du grand public, ce sera un plus. Donc voilà, j'espère que j'ai bien introduit le sujet sur les capteurs des animaux.